par rapport à ce brouillage, par rapport au retrait de 3 télés privées du bouquet Canal, sur bien entendu instruction de la haute autorité de la communication, Canal+, c'est donc exécuté. Je commencerai mes propos par féliciter, encourager Bocar Yassine Diallo. Bravo, Monsieur Yassine Diallo, d'avoir choisi cette porte de l'histoire. Bravo, Monsieur Yassine, d'avoir eu le courage d'assumer cette lourde responsabilité. Bravo, Monsieur Diallo, de nous prouver que votre passé vous rattrape. Quand on sait que sous Lansana Conté, c'est à votre époque qu'il y a eu beaucoup plus de journaux et de journalistes suspendus. Donc, ce qui amène à dire quand il était président du CNC, quand il était président du CNC, ce qui amène à dire que c'est une tradition chez lui de s'en prendre aux médias une fois qu'il est dans les bonnes grâces. Il dit qu'il n'a pas peur des médias, les médias aussi, les journalistes ne doivent pas avoir peur de lui. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais je salue une chose chez l'homme, c'est sa capacité d'adaptation. Il s'adapte facilement. Il a une grande mutation. C'est un grand intellectuel pour qui j'ai un grand respect. Mais je ne suis pas surpris de tout ce que la presse traverse aujourd'hui. Depuis sa nomination, vous savez, il bat aujourd'hui le triste record d'être le président de cette institution qui a manié beaucoup plus le bâton que la carotte. C'est une évidence. Même Martine, qui était une militante du RPG, n'a jamais autant suspendu de journalistes sous Alpha Condé. Aujourd'hui, il détient cette triste médaille, la médaille de la suspension, la médaille du retrait, et surtout, il aura aussi la mauvaise réputation d'avoir choisi cette petite porte de l'histoire dans un contexte. Mais est-ce qu'il y avait une autre possibilité? Est-ce qu'il y avait un autre plan qui s'offrait à Yassine, si ce n'est de s'accommoder aux instructions, surtout qui viennent, comme on le dit, du palais Mohamed V? Est-ce qu'il y avait un autre choix? Nul n'est tenu obligé de respecter un ordre manifestement illégal. S'il a accepté de choisir ce chemin, s'il a décidé de satisfaire les desiderata d'un régime militaire, je pense que c'est à lui et à lui seul d'assumer entièrement cette responsabilité. Il ne faudrait pas quand même qu'on trouve à côté de lui, il y a des commissaires, hein, il y a d'autres commissaires. Pour le cas express, pour le cas précis Dioma, on sait que d'ailleurs j'ai eu à échanger avec des professionnels en la matière. J'avais présumé dès le départ, je dis que le monsieur a manqué de courage devant l'autorité qui l'a convoqué. Je dis bien entendu, cette décision, elle est tombée sous l'effet d'une forte pression. Vous savez, il y a l'ancien Premier ministre français du nom de Emmanuel Valls qui disait que Manuel Valls qui disait que résister, c'est cette capacité de ne pas se soumettre à des ou à décider, c'est cette capacité de ne pas se soumettre à des ordres ou exécuter des ordres illégaux. Malheureusement, la résistance a manqué à Yassine. Mais c'est une tradition, comme je l'ai rappelé. Il faut connaître l'histoire, le parcours et le passé de chacun dans ce pays. Mais c'est avec le temps et avec l'abondance des réseaux sociaux qu'on verra et qu'on comprendra la nature de tout un chacun. L'homme, il ne faut pas le juger quand il est loin du pouvoir. Il faut attendre quand il est dans l'exercice de la fonction pour pouvoir faire tes appréciations. Sinon, le plus souvent, tu vas toujours rater. Ce n'est pas une excuse pour les autres qui voient aujourd'hui le mal ronger la presse sans pour autant bouger le petit doigt. Je voudrais juste dire au colonel Mamadi Doumbouya, tous ceux qui lui ont conseillé d'emprunter ce chemin, ce sont les pires ennemis de la Guinée, ce sont ses pires ennemis. Tous ces ministres qui se sont associés à cette triste décision, aujourd'hui de vouloir éteindre toutes les voix dissonantes, sont les plus grands ennemis de la Guinée. C'est des gens qui n'aiment ni le colonel, qui n'aiment ni la paix, qui n'aiment ni la Guinée. Parce que ce qui est en train d'être arrivé, c'est aussi un autre record de l'histoire qui a été battu par le CNRD. C'est-à-dire restreindre toutes les voix. Même au temps de Sékou, où on ne parlait pas de liberté ou des droits de l'homme, la question de l'homme a été toujours la question centrale. Parce que par essence même de l'idéologie d'alors, la préoccupation première reposait sur l'homme et la société. Malheureusement, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a connu, vous savez, la République, c'est dommage qu'elle ressemble à ce qu'on pourrait appeler, reprendre en d'autres termes, George Orwell.
qui parle de la ferme des animaux. Mais malheureusement, nous avons affaire avec cette ferme où la révolte n'a plus de place. C'est dommage que c'est la voix du plus fort. C'est le plus fort qui règne, c'est le plus fort qui a toujours raison. L'évidence est que depuis pratiquement plus d'un mois, le pays est à l'arrêt. On vit un blackout total. Partout, ça crie. Partout, c'est des répulsions. Partout, c'est des contestations. Partout, c'est des dénonciations. Tout cela, c'est parce qu'il y a des gens qui ont décidé, contre vents et marées, à s'accaparer du pouvoir. Vous savez, cette menace, elle est venue depuis le 5 septembre. On pensait qu'on était, sous la délivrance. Non, c'est à partir de là que la Guinée a entamé un parcours le plus critique de son histoire. Le 5 septembre, ce n'était pas une date de délivrance, mais plutôt c'était une date qui nous a encore plus davantage enfoncé dans notre longue marche vers les libertés. Malheureusement, on n'a pas compris ce signal, sinon un groupe militaire qui sait que c'est prendre les armes, aller combattre les institutions, tuer des gens pour prendre le pouvoir est une pratique illégale, condamnée et qui mérite d'être poursuivie et condamnée. Ils l'ont fait, ils ont été applaudis. Il y a des gens qui sont tombés. Vous pensez que la mémoire de ces gens-là ne vont pas nous hanter? Ça va suivre la Guinée. Tous ceux qui sont décédés le 5 septembre, aujourd'hui, leur arme va nous hanter. C'est une évidence, ça va nous suivre, c'est dommage. Mais je pense qu'on a manqué avec l'histoire. On a raté un autre rendez-vous. Mais c'est encore plus triste de voir des gens en fin de carrière. Parce que Yacine, avec toute cette réputation surfaite que nous connaissons de lui, c'est un intellectuel, mais il a une réputation surfaite parce que aujourd'hui la jeune génération ne connaît pas son passé en tant que président de CNC. C'est dommage qu'il tombe dans le piège. Lui, qui devrait être aujourd'hui un miroir, une vitrine, est malheureusement devenu aujourd'hui un cauchemar pour la presse et pour la liberté de presse. C'est dommage que notre pays puisse continuer et à traverser cette situation difficile. Mais vous savez, le Guinéen, nous avons une chance. On peut survivre à tout. Ça aussi, on va survivre à ça. Ça va passer. Et c'est d'ailleurs même passé. Parce qu'on savait tous qu'avec Alpha Condé, on a prié, on avait dit qu'Allah n'a qu'à faire pour nous débarrasser de ce régime. C'est parti, les chefs ont existé, c'est parti, la dictature a toujours existé dans ce pays. Mais une seule chose reste, ce sont les chefs qui se succèdent, le peuple, lui, il reste et demeure. Donc tous ceux qui agissent dans l'ombre, derrière les rideaux, derrière ou en restant, comment on appelle, derrière les agissements, doivent comprendre que l'histoire retiendra que cette génération d'intellectuels qui nous gouverne est la génération la plus bête de notre histoire. Ceux qui sont aux commandes, aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire les choses. Vous savez, c'est une génération sacrifiée. Tous ces ministres, tous ces directeurs, tous ceux qui travaillent aujourd'hui, parce que l'histoire retiendra, c'est la gouvernance la plus bête, même si de par le passé, on disait que la Guinée avait l'opposition la plus bête d'Afrique, mais aujourd'hui, on a la jeune génération intellectuelle la plus bête de l'histoire. Après tout ce qu'on a subi, tout ce que le colonel a eu, parce que ce monsieur, il mérite quand même une attention particulière. Il ne faut pas qu'on oublie ce qu'on a traversé. Ce monsieur devrait être une chance. On devrait le protéger. Il devrait nous aider. Mais malheureusement, il est tombé et il a été mal entouré. Tous ceux qui le conseillent n'ont pas aidé Mamadi, n'ont pas aidé le pays. Parce que s'il échoue aujourd'hui, c'est la République qui a échoué. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, le manque d'Internet. Même les ministres aujourd'hui se connectent avec VPN. Vous avez vu, aujourd'hui, ils sont dans le besoin. Parce que la plus grosse menace qu'on pourrait attribuer, comme l'a dit Sanso tout à l'heure, sur la question de la sécurité nationale, c'est lorsque le président est coupé de tout le monde. Ça, c'est une menace. Ils ont réussi à couper le colonel de tout le monde. C'est une véritable menace parce qu'aujourd'hui, ni les médias, ni l'Internet ne fonctionnent dans le pays. Et je pense que dans ce cas précis, il faudra avoir beaucoup plus de crainte. Et il faut dire à ceux qui sont en train d'enfoncer le pays que l'histoire les regarde. L'histoire les regarde. Et demain, ils seront devant leurs responsabilités. C'est sur cette restriction, ce brouillage et le retrait des principales télévisions privées du pays, de Bouquet Canal. Oui, à la suite de Marwan, le passage de Marwan, le sermon de Marwan. Ouais. Il est difficile de prendre la parole parce que tout est dit. C'est un aveu
Est-ce que je peux parler d'aveu d'impuissance? Mais en tout cas, on est dans une situation difficile à comprendre que personne ne peut décoder. Et je rejoins Sanso et on était ensemble quand on nous a dit, quand nous a annoncé la coupure de Dioma, la censure de Dioma sur le bouquet canal de Bolloré, l'extrémiste, il faut le rappeler, il faut rappeler ce parcours. Oui, mais sauf que cette décision va mettre même Bolloré en difficulté en France. Non, vous savez, Bolloré... C'est une autre chose, c'est une autre parenthèse qui est ouverte concernant Canal et son promoteur du côté de la France. Allez-y. Oui, mais Bolloré, ce n'est pas surprenant que la décision soit motivée ou pas. Bolloré est partisan de brider les voix. On se souvient des journalistes qui ont crié, qui ont quitté. Un journaliste qui a été renvoyé parce qu'il a mené une enquête sur l'exploitation d'une forêt au Cameroun. Tout ça, c'est Bolloré. L'extraction du palmier à huile. Voilà. Avec l'exploitation. Ça, c'est Bolloré. Au Cameroun. Voilà, ça, c'est Bolloré. C'est l'ami des chefs d'État qui sont réputés être des autocrates. Ce sont ces amis, ça. Donc, ce n'est pas surprenant. Quand on m'a dit que. Mais le fait pour les autorités d'aller jusque-là, et c'est vrai, très sincèrement, que cela m'a surpris. Et je me suis mis à analyser. Mais ça a échappé un peu à ma grille de lecture. Et je n'arrive pas à comprendre, à expliquer. Les logiciels n'étaient pas actualisés, certainement. Oui, le tableau où se présentent les objectifs, tout ça. Je ne vois pas pour quel objectif, pour quelle raison on peut aller aussi brutalement. Et on peut procéder de cette façon, de façon la plus brutale. Et parce que je me dis qu'avec un peu de discernement, avec beaucoup plus de lucidité, moins d'émotion, on aurait pu parvenir au même résultat, mais avec beaucoup plus de subtilité. Et moins d'efforts. Ça pourrait être de plus ou moins digeste. Mais de cette façon, c'est incompréhensible. Ils savent que c'est vraiment compliqué, c'est difficile à accepter de cette façon. Et c'est là où je parle de Yacine. Yacine, on m'a dit que c'est une pression. Pour ceux qui connaissent les pouvoirs de transition, disent que c'est une pression. Mais quand on vous appelle une personnalité de son rang, sa réputation, il a dit tout à l'heure, son parcours, il est connu de nous, on a entendu, on a lu, et on l'écoute, on sait qu'il a été un brillant journaliste et un très grand cadre. Et parce qu'il a exercé à tous les niveaux, à tous les étages, où peut exercer un journaliste. Il a été reporter, il a été rédacteur en chef, il a été directeur de télé, il a été directeur général, il a été ministre de la communication, président du CNC, avant d'être président de la HAC. Absolument. Il a gravi tous les échelons de l'administration médiatique. Oui, le seul qui le dépasse peut-être c'est Tibou. Et je ne crois pas que Tibou puisse accepter. Non, pas du tout. Donc c'est là où je dis que quand on l'appelle... Tibou ne peut pas admettre une telle chose. Non, ce n'est pas possible. Oui, c'est difficile. Et même si on reproche à Tibou à son temps, en 2010, la presse n'a pas été aussi bien gâtée, étant par journaliste, par le CNDD. Par le CNDD version. Oui, mais il n'y a pas. C'est la seule année où la presse n'a pas reçu sa subvention. Je parle de ça. Non, je n'ai pas suffisamment de connaissances. Brider les libertés, et ça, je ne crois pas, et je ne suis pas sûr qu'il était capable, qu'il soit capable. Parce qu'il y a des situations qui sont passées. C'est important d'interroger l'histoire. Et c'est là où je ne peux pas pardonner à Yacine. Une fois, on a appelé, et ça, je l'ai vécu, les témoins encore sont là, ceux qui ont démarché et ceux qui ont été mis au courant de la situation. Le président, l'emblématique président de Luthergui, Sanou Kerfala. On a appelé Macky Sall. À l'époque, le président Alpha était très fâché contre les journalistes. Oui, justement, c'est à cette époque, il a fermé Gangan d'une voix autoritaire. Pas de l'autoritarisme, donc d'une fois autoritaire, Martine a exigé du pouvoir à rétablir Gangan dans ses droits et à rappeler à l'autorité compétente d'alors que c'est à la HAC seulement, c'est seulement la HAC, et rien qu'à la HAC, qui a ce pouvoir de brouiller les ondes des médias, ou de retirer à l'époque retirer les licences des médias. Et c'est à cause de cela. Lors d'une prochaine réforme, ils ont transféré cette compétence de la HAC au ministère de la Communication. Pour que l'exécutif puisse
le faire. Son droit de... Absolument, justement, c'est la suite de ça. Non, mais Martine, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, je vous dis, notamment l'agrément, c'est ça, les agréments. Moi, c'est un autre état. Vous parlez également de Sanou Kerfala. C'est bon de mettre le curseur là-dessus. Le président Alpha Pélé, le directeur général, à l'époque directeur national des impôts, Macky Sall, il a été appelé directement ou indirectement, de toutes les façons, c'est la commission du président qui est parvenue. Donc pour lui dire que d'agiter le fouet de la fiscalité pour amener dans les rangs les médias récalcitrants. Ces médias récalcitrants, c'était des médias dans lesquels il y avait des journalistes qui critiquaient ce qui se passe là, qui étaient très hostiles au pouvoir. Et donc cela a été... Hostile au pouvoir ou bien critique? Parce que... simplement qui sont critiques. Très critiques. Non, je dis critique. Non, vous avez dit hostile au pouvoir. Non, critique, je dis critique. D'accord, c'est important. C'était un lapsus. Alors donc il n'a pas dit non au chef, mais après il a fait savoir au chef que on n'a aucun intérêt à aller en guerre avec les médias. Il a appelé à l'époque le président, il peut le témoigner. Avec lui, il a discuté avec lui. Et pour trouver une approche, pour trouver une solution, pour ne pas arriver à fermer les médias à cause de la fiscalité des impôts non payés. Et donc, vous avez vu, c'est ça le cadre, c'est ce qu'on doit attendre d'un cadre. Il y a une instruction qui a donné, il y a une volonté. Mais si cette volonté peut nuire à vous et à votre gouvernance, parce que ce qu'il a fait là, le président a mis certainement, ou l'entourage du président a mis une volonté, et lui, Yacine, qui est un spécialiste en la matière, et c'est pour ça d'ailleurs il est président de la Hague, devait pouvoir dire à ses interlocuteurs, bien que surchauffé à bloc, devait pouvoir leur dire non, cette démarche, ce n'est pas comme ça. Si nous faisons ça, ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour nous non plus. Donc nous devons procéder de cette façon. On ne doit pas faire ça avec les médias, contre les médias. Mais malheureusement, je ne peux pas comprendre et je n'accepterai pas que ce sous la pression qu'il a signé, il a appelé, il a pris cette décision. Il n'y a pas d'excuse. Il n'a pas d'excuse pour ce dérapage. Pas du tout, il n'a pas d'excuse. Et donc, à la limite, il pouvait démissionner. Et le comble, que l'opinion retienne que il a jeté l'éponge. Et le comble du dérapage, c'est le lendemain pour certainement présenter un tableau d'équité. Et le lendemain ou le surlendemain, 3 jours après, c'est le commissaire qui se retrouve. On met la forme, on y met la forme pour dire bon, il ne faut pas que notre président coule seul. Nous allons couler avec lui. Donc on élan de solidarité. Oui, justement, on ferme les autres pour des raisons. Le processus de prise de décision à la HAC se fait toujours par le courant. Oui, non, je suis d'accord. Tous les commissaires. Je dis la forme. Oui, la forme. Oui, la forme. Mais ce qui m'étonne, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas dit aux commissaires de la HAC qui ont pris cette décision, qui ont été convaincus de prendre cette décision, parce qu'il y en a qui pouvaient se réserver de ne pas signer. Mais ils ont tous signé, et c'est ce qui est paradoxal, ce qui est très grave. On n'a reçu aucune notification de la part de la HAC et de la part de n'importe quelle autorité. Ce que j'apprends aujourd'hui, il n'a pas été dit à ces commissaires-là, pour asseoir leur conviction à signer le document. Ce qu'on reproche exactement, quels sont les faits constitutifs de l'atteinte à la sûreté de l'État. C'est ce qui est grave. Les actes qui ont été posés et qui sont constitutifs à l'atteinte à la sûreté de l'État. Cela ne leur a pas été dit. La preuve en est que quand les patrons de médias ont été vers ces commissaires, la HAC, en un mot, on leur a dit qu'ils n'ont pas, ils attendent encore des autorités d'avoir les éléments. Donc eux, ils ont pris la décision sur la base de ce qu'on leur a dit, c'est-à-dire que les autorités leur ont tout simplement dit, leur jeter à la figure qu'il y a une menace à la sécurité, parce que le terme, le générique, il est trop fort. C'est d'une tonalité très forte. Mais ils n'ont pas, c'est-à-dire, peut-être le premier, il a pris la décision, mais vous en plénière, vous auriez dû demander d'abord. Vous devez être convaincu. Mettre les éléments à votre disposition. Même si vous devez les garder par devers. Convaincu. Et parce que je ne sais pas, ils n'étaient pas, eux non plus, ils n'étaient pas attachés. Ils n'étaient pas sous pression. Il n'y avait pas les Kalachnikov sur la tempe. Donc ils étaient là libres, mais ils ont pris aussi la décision. C'est ce qui est encore plus grave. Donc il ne faut pas aller ailleurs. C'est d'abord à la HAC. Non, ce n'est pas d'abord. C'est là-bas. C'est d'abord, et
et puis en amont et en aval. Puis et enfin la HAC. Oui. Il faut aller là-bas. C'est très grave. C'est grave. Les gens ont les velléités. Les autorités ont toujours les velléités d'éteindre. Depuis toujours. Depuis toujours. Ouais. Il y a cette velléité qui est d'abord la libéralisation. Il a fallu que la communauté internationale conditionne cette libéralisation à l'obtention de certains financements. Sinon, on n'allait pas le faire. C'est fait, c'est né dans la douleur. Entre le militaire et la critique, le militaire n'est pas dans l'arène. N'est pas enclin. Entre le militaire et la critique, nous savons que c'est deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble, qui ne riment pas. D'accord. Ce n'est pas une excuse non plus. Mais le civil, de surcroît spécialiste, doit être lucide et avec beaucoup plus de discernement d'agir. Mais malheureusement, il aide même le militaire dans ce cas. C'est ce qui est très grave. C'est ce qui est très grave. Donc il faut qu'on questionne, il faut que la HAC, tout notre problème aujourd'hui, c'est la HAC. Ça ne se trouve nulle part, c'est la HAC. Alors, moi, je ne vais pas tirer sur l'ambulance. Je suis malade depuis 4 jours parce que j'ai compris que ce qui est en train de se passer en réalité obéit à un certain nombre de principes préétablis. Ce n'est pas de l'improvisation. Ce qu'on est en train de commenter, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ce sont des éléments. À mon avis, on a cumulé 2 stratégies à la fois de manipulation de masse, mais aussi de distraction, en quelque sorte. Les vraies raisons, je vais y arriver tout à l'heure. Ce qui est en train de se passer, premièrement, on a décidé de trouver d'abord un problème pour détourner, si vous voulez, l'attention, nous focaliser sur un sujet, tout le monde est là. Ça, c'est un premier aspect. On était à ce niveau-là, c'est là-bas, on parlait de brouillage et tout ce qui s'ensuit. Parce que la deuxième stratégie de manipulation de l'opinion, ça arrive le plus souvent, c'est de créer ce qu'on appelle, vous-même, vous créez des problèmes et puis vous offrez des solutions. C'est-à-dire problème, réaction et solution. Ça se fait comment? C'est-à-dire aujourd'hui, on a créé tous les problèmes du monde aux hommes de médias. Là, on veut nous-mêmes nous amener à aller faire une sorte de courbette, se coucher à terre, malgré qu'on est brimé, pour leur demander de trouver une solution que eux-mêmes ils attendent. C'est-à-dire, on va poser des conditions pour dire, ben, on va vous libérer ou bien on va faire ceci, mais à condition telle. Donc, en fait, on est en train d'aller vers tous ces systèmes. Mais la vérité, c'est quoi? Ou le vrai problème, c'est quoi? Quand vous regardez le timing, il était question d'abord de choquer la CEDEAO. Vous avez vu, on était à quelques jours du sommet de la CEDEAO. On veut énerver la CEDEAO, la pousser à prendre des sanctions contre la Guinée. Et après, on va faire comme le Niger ou le Burkina. On va faire dos et puis on va rejeter le compromis dynamique. Et puis on nous sort un communiqué pour dire que le délai qu'on a annoncé, c'est-à-dire le 22, je crois, le 4 septembre, quelque chose comme ça, 2024, qu'on ne pourra plus respecter ce délai. Et puis maintenant, on est souverain. On va reporter les dates des élections malgré que ça n'a pas été annoncé. Et puis voilà, on se retrouve dans une situation où on va tout reprendre à zéro. C'est-à-dire, on aura plus... Dans la déclaration du colonel... Justement. Alors, donc... Justement, en fait, on est en train de créer tous ces problèmes-là, c'est pour arriver à une seule chose. C'est pour arriver à une seule chose. Vous avez vu la CEDEAO, si vous avez lu un peu les conclusions de ce sommet, vous-même, parfois vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la raison, c'est que la CEDEAO a compris là où on voulait en venir et n'a pas accepté de se faire piéger sur ce coup-là. Mais la vraie question aujourd'hui, la vraie volonté, c'est qu'on a envie d'annoncer publiquement aux Guinéens qu'on ne peut plus respecter le compromis dynamique. Maintenant, il faut trouver les raisons ailleurs. Il faut choquer, il faut créer des problèmes partout. Et après, chercher un moyen d'amener les gens à proposer des solutions. Et puis, on se rebelle face à la CEDEAO et aux partenaires. On va dire non, ils n'ont pas payé, ils n'ont pas mis à la disposition le fonds qu'on a demandé. De l'autre côté, on a... Donc, pratiquement, la vraie question, le vrai problème qu'on est en train de poser aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas envie de respecter la date qu'on a, l'accord qu'on a signé avec la CEDEAO, et de ce fait, il faut créer assez de problèmes. Je pense que les médias, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire, c'est une forme de chantage, c'est-à-dire parce qu'on a des médias qui ont reçu l'huissier pour dire qu'il faut payer dans 8 jours, je crois la date butoir, ça doit être le mercredi, bien avant, il y a déjà une radio, on apprend qu'il vient d'être fermé. En fait, tout est planifié.
rien n'est improvisé, c'est minutieusement calculé. Si on accepte de tomber dans ce piège-là, eh bien, ce qui reste clair, c'est qu'on n'aura que nos yeux pour pleurer, parce qu'on sera obligé d'agir comme on sera obligé d'agir comme ils le veulent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les associations de presse doivent comprendre qu'on est arrivé à un niveau où il faut faire un choix. C'est-à-dire, on la ferme, on les laisse faire ce qu'ils veulent, ou tout au moins, on joue pleinement notre rôle, qu'on ferme toutes les radios, toutes les télés, et après, on va voir ce qui va se passer. Mais qu'on ne soit pas, si vous voulez, en partie responsable de la situation qui est en train de se passer, qu'on ne se croise pas, en tout cas que personne n'accepte de se faire quand même enterrer vivant. Il faut qu'on se batte. Il faut que l'on comprenne que même s'il y a le chantage, eh bien, qu'on ferme les médias, qu'on ferme tout, mais nous allons quand même tout faire, nous battre, pour montrer quand même aux yeux du monde qu'on n'est pas d'accord que ce qui est en train de se passer, et puis on verra les partenaires qui vont accepter d'accompagner la Guinée dans cette situation-là. On va voir ce que ça va donner, mais il faut quand même craindre, parce que la transition va très mal, et ceux qui sont en train de conseiller, ceux qui sont en train de dire au colonel qu'il faut aller, la transition va mal, ceux qui sont en train de le conseiller à aller vers ce bras de fer ou à prendre ces décisions-là, il doit comprendre que ce ne sont pas ses amis, on n'est pas en train de le servir, au contraire, on est en train de lui plonger dans une situation qui va le rattraper sur toutes les lignes.